d'amis qui m'ont écrit, les gens qui m'ont soutenu pendant cette maladie, qui est catastrophique pour les uns, mais qui n'est pas aussi dramatique pour tout le monde, quoi. Parce que chacun de nous a son mécanisme d'autodéfense et son mécanisme unitaire face à la maladie, face à l'adversité. Kamiba, qui t'a dit que je suis malade? Moi, je confesse pas que je suis malade. Dès le premier jour, nous avons été dans mon service, 5 à être hospitalisés, il y a 4 qui sont encore restés là-bas et moi, je suis sorti le même jour même, le même jour. Donc, c'est pour autant dire que la maladie, là, elle connaît qui elle attaque. Elle ne peut pas attaquer tout le monde. Elle a attaqué Djamambouit, un Congolais de mon état. Hein? Vous avez déjà vu une Française noire? Non, ça n'existe pas. Chacun de nous a ses origines. Il faut savoir revendiquer ses origines. Il faut être fier de ses origines. Et, Nzambalula Batumsusu. Batumsusu Bakamu Sarane. Kolobate, j'étais de cœur avec toi. Regarde dans tes commentaires. Je sais, tu dis, tu as toujours été avec moi, mais tu m'as pas appelé. Ha. J'aurais bien voulu écouter ta voix. Hein. Tu m'as abandonné là, tu es parti te réfugier à Paris, là, je suis restée toute seule ici. Hein? Donc, voilà. Donc, je viens vers vous. Encore une fois de plus, bon, on est déjà assez l'heure là, parce qu'on va pas s'éterniser aussi trop longtemps. Je vais quand même remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu pendant ma maladie. Notamment, et sans toutes ces personnes, voilà. Je suis à vous, je reviens dans une minute. Parce que quand quelqu'un te fait du bien, il faut savoir aussi remercier. Donc, merci à Sondre Moulamba, Rodolphe Awe, Elvis Kitombo Leader, MKN, Kazem Antimba, Jean-Pascal Okombi, Rodrigue Guy MB, Jena Belvi Fundu, merci à Jessica Maliga, Arnold Koudaya, Karel Malonga, Kazem Antimba, Edwige Massimina. Merci à Élisée de Élisée, Urnel Onzo Nime Mata. Merci à Adrien Wabaluku. Merci à Rita Carno Gomez. Merci à Séverin Matingou, Nobel Coiffure, Alice Bikondou, Speedy Artiste Sonore à Lyon. Merci à Oleg Fabrice Kessila. Merci à Angèle Titi Tampunga. Merci à Madiba Lévy. Merci à Narcisse Makita, merci à Tony Stranga, à Jules Goma, à Mich Ek, merci à Kolewale Omo Olanik, merci à Théophile Obeka, merci à Régis Massamba, Miglashi Malanda, Evaris Ngatier, Simakese Joachim, merci à Aimé Fabrice Bitindou, merci à Abel Placide Obessa, merci à Alain Nikini, merci. Merci à Ange Fils Paré. Merci à Irma Sosten Balungidi. Merci à AF Yvon Matingou. Merci à Krishna Somba. Merci à Chris Désir May. Merci à Willy Ngoyi. Merci à Marie-Béatrice Kewa. Merci à Gildas Emar Moussa Kwezi. Merci à Glyne MC. Merci à Josepha Tondinga. Merci à Marien Drewe. Merci à Junior Métallique. Merci à Huguette Mbou. Merci à Chimène Nardo. Merci à Fortuné Kodia. Merci à Igor Kamba. Merci à Norba de Paris. Merci à Oursi, Hakim, Zoé, Micha, Luciano. Merci à Brunel Bonta. Merci à Jean-Didier Mungué. Merci à Gervais Vital Malonga. Merci à Chris Fanny Choco Frappant. Merci à Félicité Chibota Mouepouati. Merci à Abel Malonda. Merci à Léon Capiteni. Merci à Léon Jean Ibombo. Merci à Bill Séraphin Baya. Merci à Joanne Kirin Chospio. Ah, Joanne! Ah, ton prénom, il est compliqué, hein? Merci à Chandrine, Cynthia et Merline Malela, voilà.
Merci à Grace Matimouna. Merci à Bijou Priska James. Mouah. Merci à Yannick Kibongi. Merci à Longel Condé. Merci à Yambagi Alexis. Merci à Elsia La Sugar. Merci à Kamima. Merci à Boula Pepe. Merci à Moi Braza Premier Fumu Mou Braza. Merci à Nadia Full Human Air. Merci à BKM Babila. Merci à Alain Rosinoki. Merci à Joseph Moukadi. Merci à Darnel Poikale. Merci à Habib Emar Zanga Courtois. Merci à Parfait Moukala. Merci à Emmanuel Dredi Mongo. Merci à Emerok Ngandaluki. Merci à Rol Chires de Braza. Merci à Derry Aurel Stéphane. Ah bah là. Merci Duf Mounas Ponton. Merci Jules Fernand Tembe. Merci Yanis David. François Clara Zimouni. Letia Zembi. Tachela Ave Maria. Balosa Mbembaladis. Simon Miambandila. Audrey Bandouzi. Sledge Kim. Judril Babingi. Lina Merel Lassi. Ah bah vous êtes très nombreux. Bon, comme j'ai commencé, il faut terminer. Hein, la Luka qui m'a aussi. Ngoko Mbama, à Florentine et Louemweni, Mélanie Chente et ma copine Mbaka Simplice, Ulruche Christadi Zimweni, Sylvaniste et Tiba, Thibaut Bomassa, Olivier Loco, Chris Goma, Moana Hume, Eric Bercy, Armand Gambé Goyi, Tino Basique, Prudence Sorti Talankunku, Van Buana, Roland Malanda, Apepeno, Bernard, Priscan Dinga, BKM Babila, Paterne Ulruche et ainsi de suite. Merci à tout le monde. Merci de vous être... J'ai ma couronne de gloire. Ouais, cette couronne, c'est une couronne de victoire. Victoire. Voilà. Pour toutes ces personnes qui pensaient que j'allais mourir, être enfermée à l'hôpital et tout, c'est pour vous dire autant que non. La maladie là, c'est pour les blancs. Bon, voilà. Donc, je reviens vers vous à travers cette nouvelle vidéo parce que c'est rare que je fasse 2 vidéos, 2 lives dans la même journée. Sauf que il y a l'une d'entre vous qui m'a contacté pour me dire que Massé, pourquoi tu parles pas de ton expérience face à la maladie? C'est vrai que cette maladie, c'est une pandémie qui sévit tout le monde. Même ma propre famille n'est pas venue me voir comme exaucé Paul Nkunku là. Hein? Le mignon garçon, il est en train de faire sa Java là-bas. Il a oublié qu'il avait une soeur qui était malade. C'est sur les réseaux sociaux. Il commence à appeler. Comment ça va? T'es sortie de l'hôpital et tout ça. Nanana. Si j'étais morte là, c'était le premier à faire la fête ici à Lyon, à pleurnicher que voilà, ma soeur est morte. Bon, je savais pas mourir aussi. Bon, bref, c'est pour les détails, pour les directs. Donc, revenons-en au sujet qui nous concerne ce soir. Donc, je reviens vers vous pour parler de ce fléau qui est le coronavirus. Et nous allons parler de cette maladie dans le milieu africain. Voilà, et toutes ces personnes qui pensaient que j'allais mourir, ben me voilà, je suis de retour. Nous avons été 5 à être contaminés. Il y a 4 qui sont restés à l'hôpital. Moi, je suis sortie le même jour et je suis revenue, je suis battante. On m'a prescrit que de la vitamine C et du Doliprane, ça prouve autant que j'ai un système système. Oh là là, je perds mes mots. Oh là là, c'est quoi cette carence linguistique? Système unitaire, immunitaire. Unitaire, bon, voilà. Très belle, contente de te revoir, bisous. Merci, Géna, Belleville, Mfundo. Ok. Donc, je disais qu'on était 5 dans mon service à être contaminés du coronavirus. Il y a 5 qui sont, il y a 4 qui ont été retenus et moi, je suis sortie le même jour. On m'a presque juste la vitamine C et du Doliprane. Donc, je revenais vers vous pour parler de mon expérience face à la maladie. Vous savez bien que le coronavirus est une pandémie actuellement, que tout le monde semble ne pas ignorer. C'est un fléau qui sévit actuellement le monde. Le monde est à l'arrêt, l'économie mondiale est bouclée. L'économie mondiale est en arrêt, les frontières sont fermées, toute la Terre est en arrêt, en train de regarder de la direction du coronavirus. Espérons, ça sera pas aussi
catastrophique comme le prédisent. Parce que si vous vous mettez à regarder la télé tous les jours, surtout BFM TV, vous allez vous rendre compte que eh ben, demain, il n'y aura plus personne dans les rues. Donc moi, je reviens vers vous avec un autre message porteur. Si vous respectez les consignes que les dirigeants sanitaires sont en train de nous prodiguer, si chacun pouvait rester chez soi, chacun pouvait suivre les consignes de sécurité, chacun pouvait écouter au moins le message que le personnel soignant, le message que les autorités sont en train de nous partager afin de contenir cette maladie, ça serait quand même une bonne idée. Mais comme vous savez, dans toute communication, la communication n'est pas destinée à tout le monde et les personnes à qui ces personnes qui vont pas respecter ces confinements, ces conditions, ce sont ces personnes qui entraînent toujours toute une catégorie, qui entraînent les autres dans la merde. Bon, voilà, nous n'allons pas nous attarder sur trop cette partie infime. Nous venons que chacun prenne sa responsabilité face au fléau qui nous attend. En ce qui concerne la maladie, tout le monde ne peut pas être hospitalisé. Vous savez, la partie que nous voyons de la pandémie du coronavirus, c'est la partie extrême. C'est la partie la plus virulente. Mais le coronavirus n'est pas fait que de cette fatalité-là. C'est-à-dire se retrouver en service de réanimation, se retrouver sous assistance respiratoire, se retrouver à l'hôpital, se retrouver en assistance respiratoire assistée. Voilà. Donc, il y a une partie, il y a une grande partie dont les autorités ne veulent pas dire. C'est pour que les gens ne puissent pas trop banaliser la situation. Mais il faut le reconnaître aussi. La majorité de ce qu'ils nous disent là, ils nous disent que peut-être 30% de ce qui, comme information, parce que la grande majorité des informations, c'est caché. Parce qu'ils veulent, je sais pas c'est quoi leur but, de traumatiser les gens, de traumatiser le monde, de traumatiser toute une population, de traumatiser le monde entier afin que chacun vive dans la peur. Vous savez que la peur fait vendre. La peur, si vous savez manipuler la peur, eh bien vous serez l'homme le plus puissant du monde, vous serez la personne la plus riche du monde. Je ne sais pas c'est quoi leur but. C'est pour autant vous dire que lorsque j'étais aux urgences avec plusieurs malades, il y a beaucoup de gens qui sont revenus, qui n'ont pas été hospitalisés. Autour de moi, j'ai mes voisins, mes copines que j'ai contaminé. Il faut aussi que je le redise, j'ai contaminé pas mal de gens parce que au départ, je ne savais pas ce que j'avais en fait. Au départ, je me disais oui, je suis fatiguée, surtout que j'ai eu plein de décès dans mon service antérieur. J'étais un peu traumatisée, choquée. Je me suis dit bon, je suis un peu, voilà, un peu émotive là. Vous savez que j'ai un grand cœur. J'étais pas bien parce que j'ai perdu un patient et c'était terrible. Donc, toutes mes collègues là, il y a au moins 15 de mes collègues qui sont venus me voir. Or, je ne savais pas que à ce moment-là, que le médecin, selon les explications des médecins, j'étais déjà porteur sain. Donc là, je ne savais pas du tout que j'avais eu la maladie. Hein. Donc, j'étais bien portante, sauf que j'avais mal à la gorge. C'est là, comme je respirais. Quand j'avalais la salive, j'avais mal aux amygdales. Et mal. J'avais la fièvre, je suis partie à la pharmacie. J'ai pris un sirop contre la toux. Voilà, c'est là même. Voilà. J'ai pris Toplexil, c'est ça que j'ai pris. Oui, mon ordonnance. Toplexil. Voilà. Heureusement, voilà. Voilà les médicaments, ils sont là. Je suis partie à la pharmacie, j'ai pris ça. Toplexil. J'ai pris les premières nécessités, quoi. Ils sont où aussi? J'ai pris les premières nécessités à la pharmacie. Et je suis rentrée chez moi. J'ai continué à suivre mon traitement. Au bout de 4-5 jours, ça n'allait pas du tout. J'ai décidé de me rendre aux urgences. Et une fois arrivé aux urgences, c'est là qu'on me dit que non, madame, vous êtes atteinte du coronavirus. J'ai dit, pardon. Coronavirus, c'est la maladie qui est en train de tuer là. Vous pensez qu'une Africaine comme moi, une battante peut avoir le coronavirus? Non, vous avez les symptômes, tout ça là, patati patata. Et nanani nana, ils m'ont gardé là-bas en observation. Je suis restée un jour à l'hôpital. Le lendemain matin, on m'a donné l'ordonnance. Avec comme quoi il fallait que je prenne juste du Doliprane et de la vitamine C. Ah ben, je suis rentrée chez moi et après il y avait un service qui m'appelait pour surveiller si ça allait bien, avec un numéro d'urgence que je pouvais joindre au cas où ça n'allait pas et tout ça là. Mais comme je suis une battante, j'ai géré quoi, parce que nous les Africains nous sommes habitués à gérer face à l'adversité. Nous avons nos maladies, c'est pas une petite grippe. En plus, j'avais même pas les symptômes de la grippe, rien du tout. J'avais mal aux amygdales là. Mal à la gorge, j'avais du mal à avaler la salive et la bouche amère. C'est comme si j'étais enceinte de 9 mois que je ne pouvais pas manger quoi que ce soit, avaler quoi que ce soit. En plus, j'avais froid glacial. Je me suis dit, ah ben on est en hiver, c'est normal, mais on se réveillait au milieu de la nuit avec 39 de température, avec un froid glacial. Et là, je me suis dit,
il y a un problème, quoi. Donc, en tant que battante, avec les systèmes traditionnels aussi, le traitement traditionnel, je mettais du choco, voilà, parce qu'il fallait aussi faire du choco. Vous savez, choco, c'est comme un petit mini sauna, en fait. Vous faites votre infusion de feuilles et vous vous couvrez avec une couverture et ça fait, ça, vous transpirez et ça évacue par les pores de la peau toutes les impuretés, toutes les anomalies, ce qu'il y a comme saleté. Donc dans mon choco, moi, vous savez, en France ici, on n'a pas les mêmes plantes qu'en Afrique. Donc déjà, j'ai commencé par ramasser les feuilles que j'ai trouvées dans le quartier là. Les feuilles un peu vertes, hein. Faut pas prendre aussi les feuilles sèches parce que rien ne va sortir de bon. Donc j'ai pris le choco, j'ai ramassé quelques feuilles dans le quartier. Et après, dans ces feuilles, j'ai mis du gingembre, du tangawiz, coup de girofle, de la citronnelle. Et voilà, le boulgousou. J'avais ramené du boulgousou d'Afrique aussi. J'ai mis du boulgousou. Donc ça, c'est la partie que j'ai bu. Donc la partie que j'ai pas bu là. Je vous raconte d'abord la partie que j'ai pas bu. Voilà. Donc il y avait les feuilles que j'ai ramassées dans le parking là, dans le jardin. J'ai mis de la citronnelle, du coup de girofle, citron et quelques feuilles là. Ça, c'est pour l'infusion pour faire le choco. Je me suis assise par terre, j'ai mis ma casserole entre mes jambes et je me suis couverte de la couette. J'ai fait ça pendant tout le long de mon traitement, pendant moi 10 jours, je crois. Chaque fois, je faisais. Et mes enfants se moquaient de moi, maman, qu'est-ce que tu fais? Tu fais du maraboutage, là? J'ai dit, ben non, vous savez pas, c'est l'Afrique, il faut tout mélanger. Et après, j'ai pris aussi de la chloroquine que j'ai fait venir d'Afrique. Ma soeur était en Afrique. Elle m'a ramené de la chloroquine parce que faut aussi le reconnaître que nous, les Africains, nous avons notre système immunitaire qui est un peu, qui n'est pas comme pour les Blancs parce que comparé à mes collègues, il y avait, dans mes collègues, là, il y a Madame Raissa Mumba, la femme de mon pasteur, celle je l'ai contaminée sans le vouloir, sans le savoir aussi. Elle, ça va parce qu'elle aussi, elle a fait les chocos. Toute la famille a fait les chocos. On est resté en quarantaine. Elle, c'est bon. Il y a aussi Blondine, ma copine ivoirienne. Elle aussi, elle a fait comme moi le traitement, le choco et ça va, ça va. Mais j'ai une antillaise là, celle qui ressemble à une blanche. Alors là, je vous dis pas la totale, hein. Elle a encore ce. Donc, c'est pour autant dire que face à cette pandémie, face à cette maladie, chacun de nous adapte ses méthodes de survie, ses méthodes. Hein? Léon Justibombo, merci pour ton soutien. T'as vu, je me suis rétablie, non? Tu pensais que j'allais mourir et j'allais pas venir au Congo faire la pagaille? Ben, je suis là. Voilà, donc je disais, donc j'ai fait le choco ben marin là, et après j'ai fait aussi la tisane, la partie que j'ai bu. La partie que j'ai bu là, en infusion, il y avait du boulgousou parce que j'ai ramené du boulgousou. Comme à chaque fois que vous avez des thés, que vous avez des infusions, il faut les garder, vous savez, ça peut rendre service un jour. Donc j'ai du boulgousou à la maison, j'ai fait la citronnelle, du jus de gingembre, coup de girofle et du citron. J'ai fait bouillir et j'ai ce liquide. Je buvais une tasse comme ça, matin, midi, soir, avec du miel dedans. Et après, il faut se mettre en quarantaine. Moi, je me suis enfermée dans ma chambre. Tout ce que je touchais, même quand les enfants m'apportaient les plateaux repas devant la chambre, là, je leur demandais d'aller laver les mains. Tout ce que je touchais, si l'un de mes enfants touchait, il fallait qu'il lave les mains. Voilà, il y a aussi ça aussi, il faut pas aussi se cacher parce que il faut aussi se conformer aux règles d'hygiène, hein, parce que pour faire tous les traitements que vous voulez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais si l'hygiène ne suit pas derrière, l'huile est sans effet. Donc tout ce que je touchais, mes enfants, même quand elles viennent, même la télécommande, si moi je touche la télécommande pour changer, la personne qui va changer en second lieu, doit se laver les mains. Comme ça, oui, se désinfecter les mains. Et toutes les personnes qui venaient me voir là, parce que j'avais des travaux chez moi, je viens de déménager. Et tous les ouvriers qui venaient chez moi également, tout ce que je touchais, si eux, ils se remettaient à la toucher, je regarde, surveiller comme ça. Il faut vous toucher les mains. Il faut vous laver les mains. En plus, distance de sécurité. Pas de câlin, pas de bisous. Mon mari dormait à côté de moi là, il était obligé de dormir au salon parce que j'étais en quarantaine. Pas de touche, pas bouging, pas rien du tout. Donc là, voilà mon expérience avec le coronavirus. Mais là, ça va mieux. Mais ce qui reste, c'est juste un peu de fatigue. Vous savez, quand on sort de 15 jours alité, avec des fortes fièvres, des maux de tête, des courbatures,
c'est pas facile. Voilà, donc ça c'était en ce qui concerne mon expérience face à la maladie. Revenons-en en ce qui concerne la maladie pour nos parents qui sont restés en Afrique. Franchement, je ne comprends pas au fait comment... Au fait, je prie le bon Dieu que ça n'arrive pas là-bas. Ça va toujours arriver. De toutes les façons, vous savez, dans le monde où il y a des échanges commerciaux, ça va toujours arriver à un moment donné, mais il faut que chacun de nous prenne les dispositions quand même pour que le bon Dieu, prions le bon Dieu, que ça ne prenne pas la même ampleur que comme en Italie, comme en Europe, comme aux États-Unis où le taux de mort a déjà dépassé. En Italie, plus de 10 000 morts, eh ben, ça sera catastrophique, ça sera presque un génocide chez nous là-bas si Dieu permettait que ça arrive là-bas. Mais compte tenu du fait qu'on a découvert que les scientifiques sont en train de travailler comme quoi que la chaleur est en train de tuer le virus, espérons qu'avec les canicules qu'il y a là-bas, les fortes températures qui sont chez nous là-bas, que le virus va survivre. Mais ce qui m'étonne avec avec ce virus, c'est que ce virus, il est résistant, il résiste, il peut résister pendant plus de 2 heures sur un support, il peut résister pendant plus de 3 heures sur les vêtements. C'est cette partie-là, en fait, que je crains. Je me dis, Seigneur, si ce virus doit arriver en Afrique, permet que ça fasse une mutation, qu'il perde au moins de l'efficacité dans son évolution parce qu'il ne peut pas disparaître comme ça. Mais franchement, s'il va survivre, parce que nous aussi, on doit le reconnaître, il y a le confinement dans les transports en commun, il y a le confinement, il y a cette promiscuité dans les transports en commun, dans les marchés. Est-ce qu'on va respecter la distance de sécurité? Déjà imposer les gens à laver les mains, à se laver les mains, c'est pas possible parce que nous n'avons même pas d'eau. Je parle bien sous le contrôle des autorités qui me suivent en ce moment. Il n'y a même pas l'eau au Congo. Comment voulez-vous que dans un pays qui s'autoproclame, soi-disant, hein? Ouais. Dans un pays qui s'autoproclame soi-disant en voie de développement, on puisse manquer de l'eau. Maintenant que nous manquons de l'eau, comment voulez-vous que les gens puissent faire face à la première indication que les gens ont pour faire face à cette maladie, c'est de se laver les mains. Il n'y a même pas de quoi se laver les mains. Comment voulez-vous qu'on fasse, qu'on soit prêt face à cette maladie? Et parlons-en de services sanitaires. Dans les hôpitaux, on manque même du paracétamol. Je dis même du paracétamol. Il n'y a même pas de paracétamol dans les hôpitaux. Comment voulez-vous qu'on fasse même une petite fièvre, une température, on n'est pas capable de la baisser. Comment voulez-vous qu'on fasse, que les gens puissent être prêts? Dans nos hôpitaux, je dis même les enseignants, dans nos hôpitaux, le personnel soignant n'est pas payé et sous-payé et maltraité. Le personnel vit dans les conditions misérables, il travaille dans les conditions misérables. Comment voulez-vous qu'il soit prêt face à cette pandémie qui est en train d'arriver aux portes de l'Afrique? Comment voulez-vous dans un pays où le service de réanimation n'a même pas d'électricité pour démarrer ne fût-ce qu'un appareil respiratoire? Comment voulez-vous? Donc nous devons nous apprêter au pire, mes chers amis. Mais dans cette catastrophe qui s'annonce, qui est déjà près devant notre porte d'entrée, notre porte d'Afrique, les portes de nos pays, dans les portes de nos maisons, dans nos quartiers, dans nos familles, nous devons être prêts. La seule chose que nous devons faire, c'est prier le bon Dieu, que le Seigneur nous vienne en aide. Parce que si on compte que sous nos autorités, vraiment, c'est nous laisser à l'abandon et laisser le peuple mourir. Parce que je ne peux pas comprendre comment se fait-il que vous prenez des mesures que vous faites du copier-coller avec les autres. Pendant ce temps que les autres, quand ils prennent ce genre de mesures, ils prennent toutes les dispositions. Les gens qui ne travaillent pas, ils ont un minimum de revenus. Les gens qui travaillent, ils ont une prime. Les entreprises qui vont fermer. Vous savez, en Afrique, plus de 60... bon, recentrons le débat. Vous savez, au Congo, plus de la moitié, plus de 60% de la population n'a pas de revenus mensuels fixes. Même s'il y avait des revenus mensuels fixes, les salaires ne sont pas payés à temps. Les autorités ne payent pas les salaires à temps. Le peuple souffre. Les pensions sont payées en retard. Les fonctionnaires sont payés en retard. Même lorsqu'on paye, il faut faire un communiqué. Dans un pays où la majorité des gens vivent du commerce,
vivent des ressources générées la veille, vous prenez des mesures pour les enfermer, pour faire du confinement, soi-disant face à la maladie. Mais quelles sont les dispositions que vous avez prises en amont? Compte tenu du fait qu'il n'y a pas d'eau, déjà pour commencer, comment les gens vont faire déjà, ne fût-ce que pour se laver les mains? Comment les gens vont faire, par exemple, lorsqu'ils vont se retrouver dans la promiscuité, dans un marché, dans un bus, dans un transport en commun? Comment les gens vont faire? Et admettons que ce fléau se prenait de l'expansion dans nos hôpitaux, le service sanitaire, quelles sont les dispositions qui ont été prises pour faire face à la maladie? Est-ce qu'il y a un service spécial qui a été construit? Est-ce qu'il y a un hôpital dédié pour ça? Est-ce qu'il y a les spécialistes? Et comment vous faites pour diagnostiquer les gens, pour des tests, pour mettre en quarantaine? Lorsqu'on prévoit de mettre quelqu'un en quarantaine, il faut aussi avoir les moyens de sa logistique. Quels sont les moyens qui ont été pris? Bon, franchement, écoutez, ça là, si on se mettait à parler là, il y a de quoi avoir mal à la tête. Je ne sais pas ces dirigeants qui nous dirigent, s'ils ont des conseillers, et même ils vivent sur le terrain. La majorité des dirigeants qui sont là, leur famille ne se trouve même pas en Afrique. Leur famille se trouve dans des pays vraiment développés. Même s'ils se trouvent dans les pays développés, que le Seigneur que nous prions là aussi puisse faire avoir une vision particulière. Comme nos parents vont aussi être malades là, que leurs enfants aussi, que leurs épouses qui sont cachées loin là-bas aussi, que cela s'attrape. Oh, arrêtez de m'énerver là, sinon je vais m'éloigner de mon sujet. Voilà, donc pour ne pas trop s'éloigner, je disais donc face à cette maladie, face à ce fléau, face à cette pandémie, qu'il y a des dispositions que nous devons prendre, mais nous ne pouvons pas quand même les prendre, nous ne pouvons pas les mettre en exerce parce qu'il nous manque le minimum vital, il n'y a même pas l'eau. Et compte tenu du fait que dans certains pays africains, on a déclaré le couvre-feu, ah ben le couvre-feu, j'espère aussi les moyens de la politique. Dans ces couvre-feux-là, entre 20h et 5h, pour ceux qui seront malades, comment on va faire pour les transporter s'il n'y a pas le transport en commun, il n'y a même pas le SAMU, il n'y a même pas des pompiers, il n'y a même pas... Comment les déplacer? Ça aussi, c'est une logistique, il faut aussi en parler. Pour ceux qui vont accoucher, si on ne peut pas les déplacer pour les emmener à l'hôpital, les médecins vont venir, franchement, je sais pas comment expliquer ça, en fait. Je sais pas comment on peut prendre de telles mesures. Je suis pas totalement guérie, on dirait. Je sais pas comment on peut prendre de telles mesures sans pourtant réfléchir et mettre les moyens à disposition. Pour des personnes qui sont dans les quartiers enclavés, bon, en cas d'urgence, en cas de fièvre, en cas de maladie, en cas de situation qui va s'aggraver, comment on va les déplacer? Pour les gens où il y a même pas d'infrastructure, il y a même pas le déplacement, même pas une société de transport national, il n'y a pas. Bon, vous voulez compter sur quelle aide, sur quels moyens logistiques pour mettre en quarantaine tout un pays sans pourtant ne pas prendre les dispositions nécessaires, sans pourtant prendre des dispositions en amont. Moi, je ne sais pas comment on peut décréter ce genre d'initiative sans pourtant penser à la population, la population qui souffre. Un pays comme l'Ouganda a pris des dispositions. Bon, écoutez, chacun un sac de riz, machin, de l'huile, et voilà, vous restez chez vous. Et pour un cas d'urgence, vous appelez tel numéro, il y a un responsable de quartier, un responsable... Mais chez nous, il n'y a rien. Et vous voulez décréter l'état d'urgence? Vous voulez décréter... Comment se fait-il que le couvre-feu sans pourtant prendre les dispositions qu'il faut? Mais arrêtez de faire du copier-coller quand même. Au fait, moi, je me demande... Il y a certaines personnes... C'est comme chez nous qu'on dit que... Non, je ne vais pas trop m'étaler, sinon ça sera compliqué, ça sera la polémique. Mais franchement, pour revenir... Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon, il y a Elengiakomba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un bandit. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. napesi d'abord bonjour to be mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na babonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger donc ba samta longola zaki Bu, ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. napesi d'abord bonjour to be mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.